À l'UDPS, maintenant, nous pourrions parler l'après Tshisekedi. Nous pouvons oser le faire. L'après Tshisekedi? Exactement. Parce que nous disons, au terme de la constitution actuelle, n'ayant pas encore été, même si... Et certains déjà plébiscitent Anthony Tshisekedi pour être le dauphin naturel de l'IDPS. Si jamais il y a élection en 2028. À qui veut. C'est-à-dire qu'à l'UDPS, on peut déjà penser à l'après. Mais dans certains partis politiques, vous n'osez même pas. On a l'impression que le parti politique en RDC suive l'évolution même de la société. S'il faut se baser sur ça, quel devait être le modèle parfait des partis politiques chez nous? Non, je vous ai dit, les principes sont sacro-saints, les principes sont universels. Vous ne devez pas, vous Congolais, croire que vous avez votre approche de pouvoir créer des partis politiques. Sinon, il faut donner à ça un autre nom. Quand on parle d'un parti politique, ça doit être compréhensible. Quand vous parlez d'un parti politique au Congo, les Français doivent comprendre qu'il s'agit d'une machine, d'une réalité, d'une lutte. Ce sont des valeurs et des personnes qui, autour de l'idéal, se battent, s'organisent pour conquérir le pouvoir et mettre en avant par leurs projets de société. Est-ce le cas de le dire en RDC? Non, ce n'est pas le cas. Quand vous regardez les partis politiques qui naissent au Congo, bien qu'ils font les mimétismes, de copier le socialisme, de copier le libéralisme, mais sur fond, sur terrain, est-ce que du vécu correspond avec cette réalité? Quand vous prenez par exemple l'existence d'un parti politique socialiste ici au Congo, est-ce que c'est par le fait qu'il y a eu des ouvriers qui travaillaient chez des bourgeois et que de ces faits est né le socialisme congolais? Non, je dis non, carrément non. Vous verrez que ce sont des revendications des personnalités politiques, des frustrations des personnalités politiques, question de frustration sur fond de positionnement politique pour des intérêts mesquins parfois qui fait naître un parti politique. Nous pouvons citer tant d'autres. Mais quand on parle d'un parti politique, pour que ces partis politiques aient le socle existentiel qui est une idéologie, ça doit se reposer sur une réalité vitale. Bienvenue à Joua Place, bienvenue chez vous. Un cadre moderne et paisible pensé pour votre bien-être. Des appartements spacieux baignés de lumière conçus pour un confort absolu. Un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein. 2 salles de bain raffinées pensées pour votre confort et votre bien-être. Sécurité 24 heures sur 24, parking privé, buanderie, internet offert et électricité garantie jour et nuit grâce à notre générateur de secours de 180 kVA. À Joua Place, fini le coupure, place au confort. Chaque détail est pensé pour faire de votre appartement un véritable havre de paix. Joua Place au numéro 7, avenue Kassai, quartier GB Ngaliema, à 3 minutes du boulevard du 30 juin, près de Mino Congo. Contactez-nous au plus 243 816 033 128. N'attendez plus, faites de Joua Place votre nouveau chez vous. Dans le cadre de la préservation des acquis comme voulu par les présidents de la République, 2024 pour l'inspection générale de finances sera une année de renforcement de la lutte contre la corruption et les antivaleurs dans la gestion publique. Pour ce faire, ce service de contrôle supérieur a lancé 222 points de contrôle dans l'ensemble du territoire national. Cette énième vague de la patrouille financière s'annonce énorme. Les entités à surveiller sont la DGI, la DGRAD, la DGDA, avec les provinces de Kinshasa, de la Tchopo, du Nord Kivu, du Congo central, du Haut-Katanga et du Lualaba. Aussi dans le lot du contrôle, 12 ministères sont concernés, 44 établissements et entreprises publiques, 7 provinces et 12 entités territoriales décentralisées et enfin la chaîne de la dépense publique. Les contrôles a priori, dit la patrouille financière, restent le mode par excellence du contrôle des finances publiques en RDC. Totikala Setseko Ndenali Puta na wax de Maman Moseka Letoko Maka légende na 3.5 4.5 to 5.5 $, signature Yalibela et Tikali inoubliable avec le wax de Maman Moseka.
Pour un mariage chic, élégant et de haut standing, voici la salle Continental House Funa. Pour toute conférence, anniversaire, mariage et d'autres cérémonies inoubliables, c'est dans notre salle de fête qui répond aux normes internationales. La magnifique salle Continental House Funa dispose d'une capacité de 500 invités et met à votre disposition la sonorisation, la décoration, bref, tout ce qu'il vous faut pour une nouvelle expérience dans la célébration de vos événements historiques. L'hôtel Continental House Funa dispose en outre d'un service et du matériel de qualité et de haut de gamme. Nous sommes sous Limité, première rue, avenue des Champs-Pontiers, numéro 1444, référence hôpital Achichi. Contactez-nous au plus 243 98 21 05 741 et réalisez vos rêves avec Salle Continental House Funa. Bienvenue sur votre chaîne Politiquant, la force du détail. Il ne faut pas confondre la vérité avec l'opinion de la majorité. La pensée du célèbre écrivain Jean Causteau, c'est par là que nous allons nous plonger dans cette émission, votre tribune de tout le jour, qui va revenir sur le grand sujet d'actualité avec deux éminents co-débatteurs qui ont bien accepté de répondre à notre invitation. Nous parlerons de partis politiques en RDC et leurs faiblesses, et puis nous allons braquer les projecteurs sur la signature de l'accord de paix signé à Doha depuis le 27 juin dernier sous l'égide du président américain Donald Trump. Cet accord qualifié d'historique par le président Félix Tshisekedi est proprement jugé scandaleux, honteux et humiliant par certains Congolais. L'accord trahit la souveraineté nationale de notre pays. Quels en sont le véritable dessous de cet accord de paix signé par les biais de ministres des Affaires étrangères des pays? C'est pour moi un plaisir et un honneur de vous présenter ces numéros. On a sur ce plateau à ma gauche Maître Richard Pinda. Soyez les bienvenus et merci d'accepter notre invitation. Merci à vous de nous avoir invités, conviés à parler des questions aussi importantes telles que la question de cet accord, parce que les perspectives à venir sont liées à l'exécution même de cet accord. Et donc l'opinion retiendra que nous avons intérêt à en savoir plus, que l'opinion sache et éventuellement arrive à accompagner cet acquis, qui est une garantie pour la paix, et surtout pour nos compatriotes à l'est de la République, qui n'ont cessé de subir de manière directe les affres de la guerre à l'est de la République. Très bien, merci. La dernière fois, vous étiez ici, on était en bleu, et vous revoilà, et tout a changé, et même les designs, mais toujours la même pertinence, la même profondeur. Et déjà, je l'ai dit en dehors des caméras, je le redis encore ici, merci pour ce privilège que vous nous accordez de pouvoir être le premier à célébrer ou à savourer cette ligne rouge que nous n'avons pas à franchir. Parce que je vous ai posé plus d'une fois, c'est quoi la ligne rouge? Elle est tracée vis-à-vis de qui, à l'égard de qui? Eh bien, je me dis que, selon mon entendement, cette ligne rouge doit plutôt consister à la volonté, au patriotisme que chaque Congolais doit porter. Savoir qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je pose comme acte qui tend à préserver les acquis de la République. Merci. Les plaisirs et l'honneur sont pour moi de vous avoir également sur ce plateau. Phocas Kukelemena, vous êtes du parti Ticher, Adolphe Muzito. Soyez les bienvenus et merci d'être là. Merci beaucoup. Notre parti, c'est le Nouvel Élan. Le Nouvel Élan, bien entendu. Voilà, je suis fier de l'être.
Merci pour l'invitation. Je considère que nous allons passer des bons moments pour que nous puissions cogiter au profit de la République. Et je vous félicite pour le décor. Je crois que ça vaut la peine que nous soyons là et j'encourage l'initiative. En vol, que dis-je, nouvel élan à l'Union sacrée ou vous faites partie du camp de la patrie? Non, nous sommes de ceux qui ont postulé, qui ont manifesté le désir d'appartenir à cette mouvance présidentielle qui va faire naître un gouvernement d'union nationale, comme vous le savez. L'Union sacrée, c'est une structure post-électorale qui a été mise en place pour que le président gouverne avec sa majorité. Force de choses telles que la réalité actuelle, il a appelé à l'Union nationale. C'est un moment crucial pour que les dignes fils de la République puissent abandonner leur carcan de la majorité et de l'opposition pour qu'à l'unisson, nous puissions conjuguer les efforts pour sortir le pays du gouffre. C'est pourquoi il a fait appel à ceux qui ont la dextérité, ceux qui sont les meilleurs d'entre nous, ceux qui ont le savoir, ceux qui ont l'expérience, ceux qui ont la connaissance, pour que nous puissions mettre la main à la pâte pour que l'édifice soit construit. Notre mère patrie l'a réussi. Merci beaucoup. Vous allez faire un effort de faire sortir votre voix. Et laissez-moi fixer les lignes de cette émission parce que ça s'appelle Ligne rouge. Lorsqu'on en parle, l'autre cité ou sollicite la parole qui lui sera accordée selon son temps d'antenne. Évitons les qualificatifs dégradants et offensants. Évitons la désinformation et la manipulation. Ligne rouge, c'est un débat républicain dans le respect de l'autre pour l'intérêt de la patrie qui doit primer avant toute autre chose, avant toute autre considération. Et la dynamique que nous allons engager, la solution au problème du Congo passe par la dextérité, la réflexion, comme le disait il y a tantôt Phocas Koukele. Et très vite, nous allons entrer dans le vif du sujet avec une question directement et puis vous allez soulever cette observation, je ne sais pas moi s'il faut l'appeler comme ça. Oui. Parlons de partis politiques et de leur faiblesse en RDC. Les partis politiques depuis 60 jusqu'à nos jours, jouent-ils véritablement leur rôle comme il faut? Mais avant d'y arriver, je voulais avoir beaucoup plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme vous l'aviez d'ailleurs dit en me revenant dessus, l'observation que je voudrais, c'est pour en savoir plus. C'est quoi les candidats? Je voudrais comprendre. Parce que vous qui en parlez, je voudrais comprendre c'est quoi les candidats. Vous le savez très bien, c'est une idée portée par une des figures de proue de la classe politique congolaise, Martin Fayulu. Ben, écoutez, je voudrais que les choses soient claires. En ce qui nous concerne, nous sommes restés constants. C'est-à-dire que le président Tshisekedi a commencé un combat, il est allé aux élections et il a évolué tel que où nous sommes rendus aujourd'hui. Les autres viennent vers nous, entre autres, la volonté exprimée par le Nouvel Élan. Le Nouvel Élan par l'entremise d'Adolphe Mouzitou, qui en est le président, entre autres Martin Fayulu. Il vient de rejoindre l'Union sacrée. Okay? Il vient de rejoindre le bon côté de l'histoire. Donc, nous ne pouvons pas taire ce que nous avons déjà parce que nous avons fait le choix du bon côté de l'histoire, nous avons fait le choix de défendre la patrie. Lorsque les compatriotes pensent qu'il faut venir renforcer l'étendard, ils sont les bienvenus, il faut se le dire, mais nous n'avons pas créé un cas de la patrie parce que la patrie existe déjà. C'est quand elle a existé déjà que nous nous appelons le bon côté de l'histoire. Ce n'est pas un politique extérieur de l'opposition qui initie la pensée d'une nouvelle structure. Non, pas du tout. Nous disons tout simplement que ce qu'ils appellent maintenant, parce qu'ils ont compris qu'il faut rejoindre, ou tout simplement par stratégie communicationnelle, ils veulent donner l'impression de ne pas suivre, mais ils suivent pour rejoindre ce que nous avons dit, bon côté de l'histoire. La question de partis politiques, il faut comprendre, depuis 60,
à ces jours si les partis politiques jouent véritablement leur rôle. Je dirais non. Non. Parce que vous allez vous rendre compte que lorsque vous êtes membre d'un parti politique, vous êtes désigné à exercer une fonction publique, okay? La plupart d'entre nous, okay, finissent par poser des actes d'anti-valeur. Entre autres, certains vont se retrouver dans la compromission. La compromission, entre autres, le détournement, corruption et tout ce qui va avec. Mieux encore, vous allez vous rendre compte que certains parmi nous, okay, vont même jusqu'à prendre les armes pour les intérêts individuels. Lorsqu'il s'agit de prendre position pour la patrie, les uns et les autres vont vous poser la question de savoir qu'est-ce que je gagne en prenant telle position. Vous voyez? Et donc, je crois que déjà à ces stades-là, les partis politiques n'exécutent pas fidèlement ce qui doit être fait. Parce que le rôle de parti politique, c'est entre autres former. Mais on vous forme en quoi? Principalement au patriotisme. C'est là que je suis d'accord avec Mobutu, parce que nous autres qui avons étudié sous Mobutu, avons compris certaines choses. Ce n'est pas en vain lorsque nous nous retrouvions... Certaines valeurs vous étaient transmises par l'école. Lorsque nous nous retrouvions au sali, au drapeau, et que nous nous rappelions ce que c'était la patrie, ce que c'était la République, ce que c'était la nation, ce que c'était le 3Z, écoutez, ça nous a permis aujourd'hui, lorsque je passe par exemple dans les médias, okay, les gens pensent que ceux qui me pinent comme une mabundi, ils ont pour faire ça et l'ont remonté. Ceux qui me pinent d'Azoko, les canaux à la télévision, c'est parce qu'on les finance, ainsi de suite. Rien de tout ça. Vous voyez, je le fais par patriotisme, et ce patriotisme, malheureusement, pour moi, je ne l'ai pas acquis pendant tous ces temps de Kabila, okay, jusqu'à Tshisekedi. Je les ai plutôt, les fondamentaux, comme on dit, même la Bible le dit, si les fondamentaux sont renversés, que feraient les justes? Si les justes, je considère qu'un patriote qui n'est pas prêt à vendre son âme, qui n'est pas prêt à vendre son attachement à la patrie, et d'ailleurs je l'ai toujours dit, je continue encore de le dire, sinon nous nous serions retrouvés prendre les armes, parce que nous avons été approchés par le M23, nous leur avons réservé une fin de non-recevoir. Et donc l'opinion comprend. Là vous parlez de votre expérience, vous avez été approché par le M23. Je parle de moi, ici à Kinshasa. J'ai été approché ici par le M23 via le réseau de Bilari, journaliste Digital TV. Ce sont des propos d'une extrême gravité. Papa, je parle de moi et je fais mon témoignage. J'ai dit, un de ses proches m'a approché. J'ai même, lorsque je suis allé à cette rencontre-là, j'avais même un témoin à côté et je me suis même donné la latitude d'avertir les services pour éventuellement mettre la main au prochain plutôt rendez-vous que nous avions avec eux. Malheureusement pour moi, heureusement pour lui, je ne sais pas si j'étais sous écoute, que ce que vous voulez, ils ne sont plus revenus. Alors quel est le rôle maintenant que joue le parti politique? Vous dites si bien qu'ils ne jouent pas véritablement le rôle, ils sont dans quel rôle? Est-ce que le comportement ou tout ce qui se passe, ou tout ce que nous décrions dans le parti politique en RDC tient compte de l'évolution aussi de la société congolaise en général? Avant de répondre à cette question-là, je réponds d'abord à la question de savoir quel est le rôle véritable. Je veux rester tout simplement dans le rôle de la formation. Parce que les valeurs républicaines, ce n'est pas direct dans la gestion de la chose publique. On doit les acquérir avant même d'accéder à la gestion de la chose publique. Et certaines écoles, certains partis politiques possèdent ce qu'on appelle, dans leurs différentes structures, ce qu'on appelle l'école du parti. Je vous prends mon cas par exemple, l'UDPS. Il y a des valeurs qui sont transmises. Okay? Et ces appels, c'est comme je l'ai toujours dit, à l'UDPS, il y a l'école du parti qui forme à la démocratie, qui forme au respect de la citoyenneté, qui forme à des différentes valeurs, qui a même de pouvoir faire de nous des hommes acquis à la cause de la République. Mais comme on est dans une église, on se dit, comme c'est dans une église, nous faisons aussi les choix de marcher conformément à ce qui nous est enseigné ou pas du tout. Et donc, vous allez vous rendre compte que nombreux de ce parti-là, leur école de parti ne fonctionne même pas. J'ai été, à un moment donné, dans un parti politique que nous avons créé avec Vital Kamerhe, ici je cite, l'UNC. Nous avons à l'époque Bitakura qui était responsable de l'école du parti, mais à un moment donné,
tout cela avait disparu. Je ne sais pas s'ils ont continué ou ils ont évolué. Et donc, vous voyez, aujourd'hui, les militantismes pour des valeurs patriotiques qui sont portées par les partis est confondu avec la défense de l'autorité morale. Merci. Vous allez vous rendre compte que les gens défendent beaucoup plus leurs présidents des partis politiques, ils défendent beaucoup plus leurs autorités morales au détriment de valeurs qui doivent en principe être défendues par tout un chacun de nous dans un parti politique ou pas du tout, c'est-à-dire le patriotisme et le nationalisme. Ouais, merci beaucoup, Maître Richard Mpinda. Focas Koukelemena, vous avez suivi tout à l'heure Maître Richard Mpinda qui fait mention de valeurs citoyennes, démocratiques que doivent prôner les partis politiques dans la sphère politique congolaise. Sur quel modèle se fonde le parti politique en RDC? Bon, je crois que le principe serait de pouvoir avoir des partis politiques qui naissent sur fond des revendications des groupes sociaux. C'est-à-dire? Parce que, au fait, quand on parle aujourd'hui d'une idéologie qui est le socle de l'existence matérielle d'un parti politique, il faut être en phase d'une réalité vitale. Il faut être dans une situation de frustration populaire. Il faut être dans une situation de revendication des groupes, de peuples, de dynamisme, des groupes qui définissent leur orientation vitale dans un espace. C'est ce qui doit définir l'idéologie. Je vais aller, parce que c'est trop technique, pour que nous puissions expliquer froidement et compréhensiblement. Parler aussi en des termes on ne peut plus clair pour voilà. Je vais la donner, compréhension alors, de tout ce que nous regardons. Je vais procéder par un exemple. Vous allez à la création du socialisme. Le socialisme est une réalité vitale, c'est-à-dire du vécu, du palpable, du saisissable, du compréhensible, d'explicable. Un groupe des ouvriers, je dis bien, il y a un groupe social qui se présente, les ouvriers, existentiellement travaillant pour les comptes des bourgeois. Et la maltraitance des bourgeois vis-à-vis des ouvriers a fait naître ce que l'on appelle le socialisme. Ça part du fait d'une réalité sociale d'un groupe d'individus qui revendiquent non pas un intérêt individuel d'une manière particulière, mais un comportement qui s'affiche dans la société contre un groupe, et ces groupes-là se mettent à lutter. Ici, la lutte, c'est pour des raisons de vie. Et on porte ces revendications. Voilà. Est-ce le cas de les dire en RDC? Non, ce n'est pas le cas. Quand vous regardez les partis politiques qui naissent au Congo, bien qu'ils font les mimétismes, de copier le socialisme, de copier le libéralisme, mais sur fond, sur terrain, est-ce que du vécu correspond avec cette réalité? Quand vous prenez par exemple l'existence d'un parti politique socialiste ici au Congo, est-ce que c'est par le fait qu'il y a eu des ouvriers qui travaillaient chez des bourgeois et que de ces faits est né le socialisme congolais? Non, je dis non, carrément non. Vous verrez que ce sont des revendications des personnalités politiques, des frustrations des personnalités politiques, question de frustration sur fond de positionnement politique pour des intérêts mesquins parfois qui fait naître un parti politique. Nous pouvons citer tant d'autres. Mais quand on parle d'un parti politique, pour que ces partis politiques aient les socles existentiels qui est une idéologie, ça doit se reposer sur une réalité vitale. C'est-à-dire qu'une idéologie politique n'est pas un sobriquet, ce n'est pas un slogan, mais une réalité. Quand on vous parle du socialisme, directement on voit les ouvriers. Est-ce que c'est à ça qu'on a péché depuis 60 ans? Et quand on parle 60? de libéralisme, on voit les patronats, on voit le bourgeois. Et c'est une réalité vitale, explicable et communicable, une réalité du vécu. C'est-à-dire que de l'autre côté, quand on parle de capitalisme, les capitalistes ont existé. Est-ce que c'est tout ça le problème de partis politiques, ou y a-t-il encore d'autres faiblesses ou encore d'autres réalités qu'il faudra noter et relever? Déjà, nos partis politiques naissent avec un défaut de fabrication. Parce qu'un parti politique sans idéologie, c'est du vent.
C'est du vent. C'est pourquoi je vous dis que c'est ces défauts-là de fabrication qui est à la base de ce que vous voyez dans la pratique politique. Parce que quand on est assis sur une idéologie, on reconnaît les valeurs de la lutte. Le valeur de la lutte est la manière de lutter. C'est-à-dire, d'abord, quand on n'a même pas une angoisse communautaire, donc on ne peut pas établir des valeurs pour lesquelles on va se battre, pour lesquelles on va lutter. Dis-moi la lutte d'essai des socialismes ici, à Kinshasa, au Congo pratiquement, leur lutte en quoi cela est différent s'ils vont vous parler de ceux qui sont des libéraux du Congo. Ils luttent contre qui et pour quelles raisons, pour quel but? Parce que la raison de la dialectique, la raison de la contradiction doit être une réalité sociale. Parce que moi, je suis ouvrier et toi, tu es bourgeois. Et moi, je travaille chez toi, c'est une réalité. Et tu me maltraites et moi, je revendique. Et nous constituons un bloc contre vous, les bourgeois. Et cela crée la dialectique. Et cela crée une manière, un comportement, une attitude, les réflexes pour nous, face à vous. Et c'est ça l'idéologie. Dans le microcosme, politique congolais, c'est dans la plupart des cas, les partis politiques naissent sur fond de frustration individuelle. Et surtout sur la démarche de positionnement des uns et des autres, des personnalités politiques. Parce que l'idéologie est le fait de l'existence d'une réalité sociale et non individuelle. Et ça va biaiser l'engagement le jour où vous allez avoir gain de cause de vos intérêts. Mais c'est ça le problème. Est-ce que quelle différence dans le microcosme congolais, quelle différence à faire ou faire avec les églises? Parce que dans la réalité ou dans les réalités qui de chez nous, lorsque une église est à la tête d'une assemblée à son départ ou lorsqu'il n'est plus, c'est la famille qui en assure automatiquement les relais ou la relève. Écoute-moi, j'aimerais bien que vous puissiez élaborer une émission où, à ma qualité de politologue, vous pouvez m'appeler pour vous donner un échantillon de ce qu'on appelle l'idéologie politique. Parce que les Congolais, ils ont leur réalité vitale de ce qu'ils vivent au quotidien. Et c'est cela qui doit constituer réellement notre socle idéologique. Appelez-moi, on va organiser une émission beaucoup plus élaborée. Je vais vous donner l'échantillon, je vais vous donner l'esquisse de ce qui peut construire une idéologie politique. Merci beaucoup. Et quand vous parlez des églises, de la même manière que les églises se multiplient, c'est de la même manière que les partis politiques se multiplient. À quel moment vous avez 2-3 églises de même nom, de même marque, de même philosophie? C'est quand les leaders de cette église-là ne parviennent pas à partager les offrandes, les dîmes avec les autres leaders qui sont dans le groupe. Ils se sentent frustrés, ils disent non, moi aussi je peux oser pour avoir mon église. Pareil en politique. Pareil en politique. Donc il n'y a aucune différence entre une vision de l'église. Là, je parle beaucoup plus des églises de réveil, parce que vous ne verrez pas ça au niveau de l'église catholique où vous trouvez qu'un prêtre est capable de bâtir son église pour dire que voilà, j'ai été frustré à cause des offrandes, à cause de tel comportement ou attitude du pasteur tutélaire. Donc ici, les partis politiques naissent avec des œuvres de fabrication. Voilà, vous allez dans 30 secondes chuter sur ce sujet. Quand ce n'est pas les pères, c'est les fils. Dans le parti politique. Ça se remarque généralement, je ne sais pas. Peut-être que je suis moins informé ou sous-informé. S'il y a deux partis jusque-là qui en ont fait exception. À l'UDPS, c'était le cas. Palou, c'était le cas. Et les exemples en sont légion. Qu'est-ce qui explique cela? Écoutez, lorsque vous évoquez UDPS, je voudrais que nous fassions la part de choses. L'UDPS est une école de démocratie. Et si vous dites à l'UDPS est arrivé, il ne faut pas faire le parallélisme avec d'autres partis. Parce que ça, ce n'est qu'un exemple. Oui, vous donnez un exemple. Je parle du cas général. Je suis d'accord avec vous. Vous donnez l'exemple, laissez-moi maintenant vous en donner la différence avec les autres. Mais avant d'y arriver, je voudrais revenir sur un fait. En réalité, chez nous, la politique n'est pas une réalité. En fait, n'est pas l'idéologie, plutôt, j'allais dire, n'est
l'idéologie des créations des partis politiques n'est pas une réalité une vitale. réalité sociologique. Non, ça devient en principe l'être tel quel. Parce que vous ne pourriez pas comprendre comment Jean-Pierre Bemba se retrouve avec Tshisekedi dans un parti politique, et plutôt dans un même gouvernement, partageant, comment dire, la même vision. Parce que vous avez un libéraux à côté, et vous avez un social-démocratie de notre côté. Vous vous rendez compte que c'est plutôt dans notre pratique, ce sont les intérêts. Et très souvent, ce sont les intérêts individuels. Je vous prends encore un autre cas de pratique. En principe, nous devrions nous retrouver sur la même table avec le PPRD, par exemple. Vous voyez, avec le PPRD... Vous partagez la même vision de choses. De la social-démocratie. Social-démocratie. Et en principe, si nous devrions aller du point de vue vision, du point de vue idéologique, nous devrions nous retrouver. Alors, qu'est-ce que vous oppose l'un à l'autre? Non, mais c'est ce que je dis. Au Congo, au lieu de viser, parce qu'il est difficile. À l'UDPS, maintenant, nous pourrions parler l'après Tshisekedi. Nous pouvons oser le faire. L'après Tshisekedi? Exactement. Parce que nous disons, au terme de la constitution actuelle, n'ayant pas encore été, même si... Et certains déjà plébiscitent Anthony Tshisekedi pour être le dauphin naturel de l'IDPS. Si jamais il y a élection en 2028. Qui veut. C'est-à-dire qu'à l'UDPS, on peut déjà penser à l'après. Mais dans certains partis politiques, vous n'osez même pas. Je vous prends mon exemple à moi. Vous voulez dire qu'au sein de partis politiques, on ne prône pas la démocratie? J'ai l'avantage d'avoir été à l'UNC et aussi à l'UDPS. Donc UDPS, UNC, UNC, UDPS. Vous parlez de votre expérience. Excusez-moi, je vous Très rapidement. Je me rappelle, je me rappelle, 20 secondes. Lorsqu'il y fallut désigner Vital Kamerhe comme président de la République, et plutôt comme président de l'UNC, il était candidat unique. Et c'était par acclamation. Voilà pourquoi j'en reviens pour dire qu'à l'UDPS, ce n'est pas fait de la même manière. À l'UDPS, Tshisekedi a eu des concurrents. Félix. Ce n'était pas parce qu'il était le fils de Tshisekedi, il n'était pas là parce qu'il est le fils biologique de Tshisekedi ou idéologique. Il faut aussi voir... C'est ce que cette opinion pense. Mais vous avez la latitude d'avoir quelqu'un de l'UDPS qui vous donne une information contraire. C'est-à-dire qu'il a eu un parcours au sein de l'UDPS. Il a combattu, il a été arrêté, il a été même poursuivi. J'ai été dans une manifestation, je me rappelle encore, quand on disait tout s'arrête, c'était le 30 juin à minuit 2003. Lorsque nous nous sommes retrouvés dans la rue, 2003-2005, si je ne me trompe plus, j'ai bonne mémoire. Je me rappelle qu'avec lui, nous avons quitté la 10e rue, nous avons traversé Montbelé pour emprunter Yolo. Nous sommes sortis vers le stade de Martyrs. Et arrivé à cet endroit-là, combien de fois il a échappé à la mort parce qu'il était ciblé, on devait l'éliminer physiquement. Et donc, comprenez que c'est quelqu'un qui a nourri en lui-même un combat. Il a eu un parcours, et ces parcours, il s'est présenté. On ne refuse pas que le fils XY puisse avoir des ambitions au sein d'un parti politique, et s'il y est membre, il a les mêmes droits que tout le monde, mais du moins, nous souhaitons à ce que les choses soient respectées, tel que ça a été le cas avec Félix Antoine Tshisekedi. À la lumière de ce que dit Maître Richard Pinda, on a l'impression que le parti politique en RDC suive l'évolution même de la société. S'il faut se baser sur ça, quel devait être le modèle parfait des partis politiques chez nous? Non, je vous ai dit, les principes sont sacro-saints, les principes sont universels. Vous ne devez pas, vous Congolais, croire que vous avez votre approche de pouvoir créer des partis politiques. Sinon, il faut donner à ça un autre nom. Quand on parle d'un parti politique, ça doit être compréhensible. Quand vous parlez d'un parti politique au Congo, les Français doivent comprendre qu'il s'agit d'une machine, d'une réalité, d'une lutte. Ce sont des valeurs et des personnes qui, autour de l'idéal, se battent, s'organisent pour conquérir le pouvoir et mettre en avant par leurs projets de société. Et quels sont les partis qui sont dans le respect de ces principes? Par exemple, ici, quand on démontre... Il existe des partis qui sont dans le respect de ces principes aujourd'hui. Non, ici au Congo, c'est un autre cas. On vous dit, ici, vous prenez vous-même l'exemple battant, qui dit comment est-ce que libéraux et socialistes, oui, effectivement, à une certaine mesure,
nous savons que les alliances peuvent se faire. Mais quand maintenant qu'il y a confusion totale, on ne sait plus qui est socialiste, quelle est la ligne de démarcation, à quoi divergent leurs visions, à quel moment, quelle est la raison de la divergence ou quelle est la raison de la convergence. Parce qu'il faudrait que ça soit clair, mais au moins distinctement, nous devons savoir que c'est sur tel point de conversion, c'est sur tel point de divergence qui se sont brouillés. Mais quand on ne sait même pas de quoi il s'agit, c'est-à-dire qu'au fond, il n'y a ni socialistes au Congo, il n'y a ni libéraux au Congo. Les gens prennent ces noms-là comme des sobriquets et ils utilisent ça comme des slogans parce qu'ils n'ont pas de créativité, parce qu'ils ne savent même pas par où commencer. Et c'est pourquoi moi je vous dis, appelez-moi pour une émission bien élaborée. Merci. Je vais vous donner comment peut se créer un parti politique sur base d'une idéologie authentique. Je dis bien authentique parce que la vie sociale existe partout. Les Français ont leur modèle de vie, les Congolais ont leur réalité, et les Russes, ainsi de suite. Donc, nous ne pouvons pas avoir le même parti politique, ni les mêmes valeurs à définir, Merci. ni même pas la même lutte. Et c'est pourquoi je vous dis que c'est un débat fondamental que l'on peut mettre sur table pour qu'enfin, moi j'ai entendu souvent les gens parler de autant de partis politiques et autour de 1000 partis politiques au Congo. Mais je vous dis qu'il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dans l'opérationnalisation rationnelle de la pratique politique. Il n'y a rien au sein des partis politiques congolais. Merci beaucoup. Il faut les souligner. On va vous convier à une Mais émission ici, par exemple, plus élaborée. je voulais encore... Je vais donner un modèle. Vous regarderez à un moment donné, avec le processus historique, l'évolution du monde, il y en a un groupe d'individus au monde qui se disent, voilà, nous sommes des écologistes. Nous sommes ceux qui luttent pour la préservation de l'environnement. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont déjà ciblé leur réalité pour lesquels ils vont lutter. En France, ça existe. Mais oui, parce que, est-ce qu'ici, n'y a-t-il pas l'environnement? Est-ce qu'ici, il n'y a pas l'écologie? Est-ce qu'ici, il n'y a pas des réalités pour lesquelles on peut lutter? Pourquoi pas? C'est pourquoi je vous dis que ce n'est pas une question d'une intelligence de la rue. Ce n'est pas une question de pouvoir forcer pour dire que parce qu'on a mis la cravate et qu'on sait parler français et puis non. C'est parce qu'on a l'argent, on peut créer un parti politique. Non, c'est vrai, vous pouvez le faire. Mais entourez-vous, faites-vous aider avec des connaisseurs, des experts dans les domaines pour qu'on puisse vous aider. Parce qu'au Congo, moi, je vous rassure, je mets ma main à couper, que je suis capable de produire une idéologie, des idéologies, 3 idéologies authentiques, réelles, vraies, qui peuvent servir de matelas, qui peuvent servir de sous-bassement, pour que vous puissiez définir vos valeurs et vous puissiez orienter votre élite et vous puissiez chercher à comment conquérir les pouvoirs pour mettre en pratique vos projets de société. Ceci est bien clair, nous allons évoluer. Oui, vous avez remarqué que le sujet est intéressant et nous allons devoir nous atteler à mettre en place une émission beaucoup plus élaborée pour débattre de cette question. Le vieux monde se meurt et le nouveau monde peine à réapparaître. Et dans ces clairs-obscurs surgissent le monstre, c'est la pensée d'Antonio Gramsci. Et nous allons parler cette fois-ci maintenant de l'accord de Washington. L'accord de paix, l'accord qualifié d'historique par le président Félix Tshisekedi est décrié et même... qualifié de scandaleux, d'humiliant pour la République démocratique du Congo. Les avis vont dans tous les sens. Certains pensent que cet accord, c'est un accord de vente de nos minéraux, du bradage de ressources minières dont dispose notre pays à foison presque dans toutes les provinces et en grande partie dans l'est de la République démocratique du Congo. Avec les éminents co-débatteurs, nous allons essayer de les vérifier. Allez, on commence par Phocas Kukelemena. L'accord de paix a été signé. C'est un accord de quelle nature? Est-ce que cet accord est-il à même de nous ramener une paix durable, de restaurer cette insécurité à la peau dure qui sévit
dans l'est du pays. En 3 minutes, vous allez argumenter. Messieurs les journalistes, les États se sont battus dans l'histoire. Les États se battent aujourd'hui et demain, les États se battront encore pour des raisons existentielles. Les États se sont battus pour l'eau, pour les minéraux, pour l'espace territorial. Les États se sont battus pour l'hégémonie, pour la puissance, pour l'économie. Et ce n'est pas anachronique, c'est d'actualité. Les États se battront toujours. C'est pourquoi il est conseillé, tel que moi, un politologue, j'ai dit à mon peuple et j'ai dit à mes autorités, parce que cette logique ne cessera d'exister dans la vie des États au monde, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut avoir dans l'idée d'une manière pérenne et durable, ce n'est pas à tout prix à penser à faire la paix par les accords, mais on fait la paix par la puissance. Parce qu'une paix accordée est fragile. Une paix de négociation est fragile. La paix qui consiste à rester durable et pérenne, c'est cette paix de la puissance, de l'imposition. Et ce n'est pas négociable, cette paix-là. Mais, quand cela ne tient, nous sommes dans une phase, dans une réalité, dans un contexte où la rébellion sévit à l'Est et a pris les allures de pouvoir avancer jusqu'à Kinshasa. Mais les régimes ne pouvaient pas se taire. Les régimes ne pouvaient pas croiser le main. Parce que, ayant des faiblesses sur le plan d'armement, des forces armées, je crois que la magie, l'intelligence, à ce moment-là, était cette option de pouvoir chercher diplomatiquement comment freiner cette allure. C'est bien justifié. Et là, c'est bien justifié. Parce que, rationnellement, c'est palpable et c'est une réalité que, à partir des tractations diplomatiques, la guerre s'est limitée quelque part. Ceux qui ont visé Kinshasa au 30 juin 2025, ils ne sont pas ici à Kinshasa. Et tout ça, ce qui était salutaire, c'est cette approche diplomatique pour faire pondre ce que nous appelons aujourd'hui un accord. Est-ce que ce que disait le M23, c'était une réelle volonté ou détermination, ou il s'agissait simplement de mettre de la pression sur le gouvernement, les autorités congolaises, afin d'accepter de s'engager dans le processus de pourparlers? En fait, l'option doit être relevée, non pas par les groupes rebelles. L'option doit être levée par les gouvernements qui, constitutionnellement, a des prérogatives avec son élite et son garant des nations, de la nation qui a prêté serment. C'est lui, c'est par là doit venir la solution et l'orientation. Et c'est pourquoi moi j'ai dit, nous devons réfléchir comme des hommes modernes. Dans la configuration actuelle, cet accord est intitulé accord de paix. Et puis, ça ne se termine pas là la phrase. La phrase dit accord de paix entre le Rwanda et la RDC. Et de ce fait, à mon sens, je vois déjà que partant de l'intitulé, il y a une approche qui fait gagner la RDC en cherchant à mettre en nu les hypocrisies, la ruse du Rwanda. Pourquoi? Parce que tout au long des journées, le président Kagame, les Rwandais et les chefs d'état-major, tout le monde disait qu'il n'y a aucun problème sur le plan sécuritaire entre le Rwanda et la RDC parce que nous ne sommes pas présents là-bas au Congo. Mais nous qui vivons la guerre, l'insécurité, les tueries, les viols, les massacres, les affres de la guerre, c'est nous qui les vivons sur notre sol. Entre-temps, pendant ces moments qu'on parle d'un accord de paix entre le Rwanda et la RDC, au Rwanda, il y a la paix totale.
il y a la paix totale. Et quand on recherche la paix, partant de cet accord, cette paix, on la recherche pour les comptes du Congo, à mon sens. Parce qu'au Rwanda, il n'y a pas de guerre. Merci. S'il y a une présence militaire de ces du Rwanda, ils sont ici sur notre sol. Et de ces faits, moi je crois déjà, à partir de cet accord, je viens de citer des éléments qui donnent au régime les bénéfices de la stratégie. C'est-à-dire ils ont bloqué l'avancement des rebelles au niveau de la capitale pour renverser les régimes. De deux, ils ont fait fléchir le Rwanda pour s'assumer que s'il y a une rébellion au Congo, il y a des armes, il y a des militaires, Merci. il y a des services, il y a des soutiens de Rwandais sur notre sol et qui opèrent. Ça, c'est déjà le deux éléments, faute de moyens. Oui, je sais que vous allez la revenir parole va et continuer nous à allons tourner continuer. certainement. Et dans ce que je voulais dire, que cet accord a des avantages et aussi des désavantages. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est l'œuvre humaine et en plus, c'est un accord. C'est tout ça qu'on va essayer de décortiquer avec vous. C'est la raison de votre présence sur ces plateaux. Maître Richard Pinda, qu'est-ce qu'il y a de positif dans cet accord? Et après la signature de l'accord, comme Kokelemena le disait, devons-nous croiser le doigt en attendant que la paix revienne, puisque une évidence est que nous devons nous inscrire dans une logique d'une paix pérenne. Et une paix pérenne passe par une victoire rigoureuse, c'est-à-dire par la force. Je crois qu'il faut faire la part des choses. Hein. Déjà, je n'embrasse pas tout ce qu'il dit, surtout lorsqu'il présente le gouvernement de la République ou les FARDC comme étant une entité faible, qui n'a pas su s'imposer sur terrain. Je me pose la question de savoir s'il y fallu combien de temps à la FDL pour atteindre Kinshasa. Okay. S'il y fallu combien de menaces des Nanga rassurant qu'il devait d'abord fêter 30 juin à Kinshasa, et cela n'est pas arrivé, il a dit 2 mois, 3 mois, ainsi de suite. Donc je pense que c'est ce populisme d'antan qui tendait à vouloir donner l'impression qu'on comprend bien la population, ce qu'elle fait, on comprend suivre ce que fait la population, est largement dépassé. Et d'ailleurs, lorsqu'il évoque, il s'est beaucoup plus attardé sur la situation du M23. Je me suis posé la question de savoir, et d'ailleurs, les statuts qu'il leur donne, il dit rébellion. En même temps, nous savons tous que le M23, c'est un mouvement supplétif au Rwanda. Est-ce qu'on a su étayer cette thèse? Si on a su étayer cette thèse, comment justifiez-vous que cet accord soit signé entre le Rwanda et la République démocratique du Congo? C'est parce que le Rwanda se reconnaît être agressé ou menacés par la présence des FDLR et qui sont chez nous. Ok. Vous voulez dire que c'est parce qu'ils sont menacés et agressés par les FDLR et que le rapport qui a été, les rapports des experts des Nations Unies qui a été publié récemment ici n'a pas sa raison d'être. Si nous allons dans votre logique. Et moi, aussi, je m'appuie sur l'accord de paix signé à Washington. C'est ce qui est révélé. C'est un secret pour personne, vous le savez. Alors, vous voulez me dire que dans cet accord ici, il n'est pas prévu les désengagements et les retraits des troupes rwandaises en RD Congo? Quand? Pardon? Quand? Pardon? À quand cela va intervenir? Ça, c'est encore une autre paire de manches que vous soulevez. Je vous ai posé la question de savoir, parce que selon vous, l'accord est signé avec le Rwanda, parce qu'il y a la présence des FDLR au Congo. Je vous reviens. C'est ce qui explique la présence de troupes rwandaises sur notre sol. Non. Et dont leur départ est conditionné par la neutralisation, voulais-je dire, de FDLR. Alors, si ce n'était que cette présence-là, okay, comment justifiez-vous que cet accord demande aux Rwandais d'arrêter de soutenir le M23? Vous voyez, donc là, vous êtes déjà en difficulté. Tout simplement pour dire ceci, que cet accord, c'est une des parties de la résolution 2773. Et en relation internationale, je ne vous coupe pas. Quand on parle du soutien, est-ce que c'est toujours l'agression? Je rappelle. Ou on est en présence d'une autre histoire? Je rappelle que je suis publiciste internationaliste. Lorsqu'on parle de l'agression, elle peut être directe ou indirecte. Et indirecte parce qu'il y a le soutien. Direct parce qu'il y a les éléments rwandais sur le sol de la République démocratique.
Si vous êtes internationaliste, vous ne me contredirez pas. Et en ce qui nous concerne, il s'agit d'une agression directe ou indirecte? Et vous êtes en train de vous arranger pour ne pas me laisser le temps de parler. Pas du tout. C'est ce que vous faites. Quittons le dilatoire, allons à l'essentiel. Vous allez question sur question et je ne réponds pas encore. Parce que je dois mieux cerner les choses et mieux comprendre. De même que ceux qui nous regardent. Mais lorsque vous voulez mieux cerner pour comprendre, il ne faut pas revenir sur une question qui avait déjà trouvé sa réponse. Vous venez de me poser la dernière question, c'est de savoir si nous sommes dans une agression directe ou indirecte. Mais avant cette question-là, vous n'étiez pas attentif parce que je l'ai dit. J'ai dit ceci. Agression veut dire présence, comment dire, ça peut être une agression directe ou indirecte. J'ai expliqué pour dire agression directe parce que les troupes rwandaises sont sur le sol de la République démocratique du Congo. Le rapport des Nations Unies en a prouvé. Et agression indirecte, c'est parce qu'il y a le soutien du M23 qui vient, plutôt du Rwanda, qui vient des terroristes, plutôt du le soutien du Rwanda aux terroristes du M23. Et donc, je crois qu'à ce stade-là, nous devons nous le dire et nous rassurer que cet accord de paix, vient pour poser le tout premier jalon. Parce que qu'est-ce que nous obtenons d'abord à travers cet accord? Parce qu'il faut se le dire. Ce que nous obtenons, c'est d'abord l'arrêt du soutien. Lorsque vous êtes publiciste internationaliste comme je le suis, et que vous savez qu'une rébellion ou les terrorismes type M23 ne sévit qu'à l'aide d'une base arrière. Qui est le Rwanda. Qui est le Rwanda. Et vous conviendrez avec moi, lorsqu'on coupe on coupe le pont, c'est-à-dire qu'ils sont dans une situation de fragilité. Et je l'ai toujours dit, que le prétexte que le Rwanda utilise, dont vous avez relayé ici, en réalité, elle n'a pas sa raison d'être. Pourquoi? Parce que nous avons organisé des activités conjointes pour éventuellement arriver à mettre fin à l'existence de FDLR dans la partie Est de la République. Je me réjouis parce que la médiation, ici présente, la médiation, hier, était l'un des soutiens du Rwanda pour la déstabilisation de la partie Est de la République. Et donc, lorsque le Rwanda évoque les questions de FDLR, ils le savent, ils ont toutes ces informations-là. Et parmi les médiateurs, parmi les observateurs, allais-je dire, vous avez aussi l'ONU. L'ONU a organisé le rapatriement de certaines troupes prétendument FDLR au Rwanda. Et ils ont subi un lavage des cerveaux et ils ont été retournés pour venir déstabiliser la partie Est de la République, et en l'occurrence le Grand Kivu. Entre-temps, on croise les bras après la signature de l'accord. Et vous, ça ne vous choque pas de constater que la médiation est aujourd'hui assurée par Donald Trump, qui avait, par le passé, traité les Africains de pays de merde? Bon, écoutez, c'est son choix. Ce qui importe pour nous aujourd'hui, c'est que nous ayons des alliés qui peuvent agir d'une certaine manière, tendant à nous ramener la paix. Je vous prends des cas pratiques. Très rapidement. Je vais aller de manière pratique pour que l'opinion comprenne. L'opinion comprendra que ce qui s'est vu aujourd'hui au Congo, c'est vécu en Angola. Ce qui s'est vu aujourd'hui au Congo, c'est vécu au Koweït. Rappelez-vous, nous avons même porté l'étendard de cette lutte, de ce combat de libération à l'époque. C'est la République démocratique du Congo, d'antan appelée Zaïre, qui a milité pour qu'une action soit organisée pour libérer le Koweït. Et donc, ce que nous faisons, c'est rien de nouveau. Le Japon, d'ailleurs, se retrouve dans cette même situation-là. Ici, nous disons que les relations entre États, ce sont des relations d'intérêt. Ce n'est pas ce que dit Donald Trump, qui peut aujourd'hui, si nous avons plus à préserver par rapport à ce qu'avait dit Donald Trump, peut constituer pour nous un cal ou un obstacle. Je voudrais m'apaisantir sur ce que vous dites surtout, parce que vous posez plusieurs questions et on oublie l'essentiel de ce que vous dites. Vous avez fait une affirmation pour dire « entre-temps, nous croisons le bras ». Je dis, entre-temps, qu'est-ce qu'on fait? On croise les bras, on fait comment? C'était une question, et non une affirmation. Mais ça c'est vraiment vous. L'opinion qui nous suit reviendra là-dessus. Mais je voudrais vous dire, nous ne nous contentons pas seulement de cet accord-là. Parce qu'au-delà de l'accord,
vous avez le CONOPS qui existe. Et le CONOPS a défini, OK, les activités que nous devrions avoir. Lesquelles activités, entre autres, traquer les FDLR. Et pendant que nous parlons ici, je voudrais vous dire, vous rassurer encore en disant, le M23 a pondu un communiqué il n'y a pas longtemps ici, indexant la République démocratique du Congo, les FARDC, être dans une situation belliqueuse. C'est-à-dire qu'ils sont en train d'amasser les troupes dans le secrétaire permanent de l'AFCM 23 l'a dénoncé également. Exactement, c'est ce que je vous dis. S'il dénonce, c'est parce que la République démocratique du Congo, on se prépare, dont on a prétendu être faible, est maintenant en position de guerre. On est préparé à toute éventualité aujourd'hui. Non, attendez, non. Il faut comprendre. Vous savez, la guerre, c'est stratégie, alliance. Je m'explique. Pourquoi le président Tshisekedi, accordez-moi quelques petites minutes, ou donnez-moi seulement le mot de la fin, parce que je dois déjà quitter le plateau. Le président Tshisekedi a fait une déclaration pour dire il suffit d'un seul coup d'effet. Je vais appuyer sur le bouton, je vais atteindre Kigali. On ne l'a jamais vu mettre ces menaces en branle ou à exécution. Vous ne vous êtes pas posé la question de savoir pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Pourquoi il ne l'a pas mis en exécution? Est-ce qu'il était dans l'incapacité de pouvoir le faire? Non. Parce que hier, je l'ai dit tout à l'heure, il y avait la France, il y avait la Chine, il y avait les USA qui étaient alliés du Rwanda, qui dotaient le Rwanda de toutes les armes possibles. Et il ne faut pas oublier. Pourquoi ne l'ont-on pas fait? Parce que les Émirats, lorsqu'on dit ils sont à Qatar, ils doivent discuter ainsi de suite, tout ça. Mais pourquoi on va discuter? Il est l'intérêt du Qatar. Parce que le Qatar a implanté bientôt un stade d'une valeur on parle de 1 milliard de dollars pratiquement, on parle des investissements qui sont là-bas. Ils n'ont pas voulu détruire leurs investissements. Raison pour laquelle vous vous rendez compte que chaque fois qu'on essayait d'avancer, il y fallut une intervention américaine, soit pour un cessez-le-feu, soit pour stopper un peu. C'est-à-dire que nous étions sur la position défensive. Aujourd'hui, parce que nous avons convaincu, le président Tshisekedi, il n'y a rien de nouveau en fait. Le président Tshisekedi a multiplié des voyages pour inciter l'Union européenne, pour inciter les États-Unis d'Amérique, l'Inde et consorts, de venir traiter directement, de venir négocier avec le gouvernement de la République. C'est ce que nous allons faire dans les jours qui viennent. Et c'est faisant. Nous avons des alliés, je l'ai dit tout à l'heure. Ce sont des perspectives. Non, attention, attention. Et vous, en tant que publicité internationale, la mise en œuvre de cet accord dépendra de quel élément principalement? Je voudrais comprendre la question. La mise en œuvre de l'accord dépendra de quel élément? C'est-à-dire quoi? Je ne comprends pas. Un accord a été signé. Tout à fait. Il faudra que sa mise en œuvre soit assurée. OK. Déjà à quand la mise en œuvre? Et quels sont les éléments qui vont aider parce que nous avons mis en y arriver. Nous avons mis en place une équipe qui a déjà rejoint Luanda pour revoir les CONOPS, l'actualiser. Et par de suite, nous allons procéder à l'exécution. Donc, j'étais en train de relever un élément important. La République démocratique du Congo n'est pas un État faible. La République démocratique du Congo, les hommes et femmes ont donné de leur vie pour cette cause, pour la cause de la République. On ne peut pas donner l'impression, parce que nous avons échoué militairement, que nous nous accrochons à la diplomatie. Si on est très attentif, voilà pourquoi je le dis, le président Tshisekedi, il est resté constant. Il a commencé un combat et il a ouvert 3 fronts. Il a ouvert d'antan le front diplomatique, le front militaire qui n'a pas tari, parce qu'il faut se le dire, même lorsque Joseph Kabila a fait sa sortie médiatique, on s'attendait voir un camp qui se serait retourné, soit vous aurez vu un iota d'un territoire qui aurait été pris par l'armée rwandaise, parce qu'on a prétendu que Tshisekedi était un civil et que lui c'était un militaire. Mais sur terrain, nous n'avons rien vu d'échanger. Je vous ai rappelé tout à l'heure ici les différentes menaces, promesses qui ont été faites par la rébellion, par les terroristes, ça il faut se le dire comme ça, par les terroristes supplétifs du Rwanda, mais qui n'ont pas abouti tout simplement parce que nous avons une armée forte qui était sur la défensive et qui a usé par moments de certaines stratégies pour amener où nous sommes rendus. Une armée forte, mais trahie souvent par quoi? Une armée forte, mais souvent trahie. Mais par quoi justement? Par le manque de patriotisme de certains militaires. Les commandements. Je l'explique. Le commandement aussi en élu des causes. Je l'explique. Non, le commandement n'a pas de problème. C'est comme aujourd'hui par exemple.
l'instruction est formelle. Lorsque on vous approche pour corruption, ok, que vous ayez accepté l'argent ou pas du tout, vous devez informer la hiérarchie. Si la hiérarchie venait de la prendre autrement, vous êtes considéré comme étant un traître. Et c'est ça, cela joue énormément. J'ai des informations telles que quelques généraux qui ont été approchés, ok, qui ont dénoncé, ok, et par de suite, vous voyez même dans les médias, on vous montre les sommes d'argent qui l'ennemi utilise, c'est-à-dire que Joseph Kabila, Christopher Kanambe alias Joseph Kabila, utilise pour éventuellement donner l'impression d'avoir vaincu quoi que ce soit. Et donc, vous conviendrez avec moi que les hommes et femmes qui ont donné de leur vie, on ne peut pas cracher sur leur mémoire en prétextant qu'ils étaient faibles. Non. Allez, merci. Il y a eu des stratégies qui ont été mises en place. Je pense que c'est aussi mon mot de la fin parce que je devrais me retirer. Des stratégies qui ont été mises en place pour faire en sorte que vous ayez cette impression-là d'une armée faible. Évidemment, nous devons nous le dire aussi qu'à un moment donné, 18 ans durant, nos militaires n'ont pas été formés et ils ont... à l'accession du président Tshisekedi, il y a eu des formations qui ont été faites. Ça a permis aujourd'hui que nous puissions avoir ce que nous avons comme armée et nous pensons pouvoir et devoir améliorer davantage. Très bien. Et de ces faits, je peux me retirer. Merci beaucoup. Ce sont des questions auxquelles il faudra réfléchir pour continuer à colmater les brèches. Faites-moi revenir. On prendra un programme certainement, soyez-en sûrs. Merci. Allez. Par quoi devons-nous passer? Par quelle étape devons-nous passer pour bénéficier du gain ou de ce qu'il y a de positif dans cet accord? Parce que vous l'avez dit, avant, bien entendu, de parler des faiblesses du dit accord. Bon, la première chose, quand vous m'invitez au plateau, sachez-le que moi, je viens pour l'analyse. Moi, je ne viens pas ici dans une approche militantiste pour faire le populisme, je crois que cela ne peut être quelque chose de bien pour moi. On n'est pas au plateau pour blaguer, non. On vient pour donner de la lumière. Et la lumière, on peut les donner qu'avec le savoir, la connaissance. Et cette connaissance, il faut nécessairement l'amasser. Qu'est-ce qui vous contrarie dans ce qui a été dit tout à l'heure? Mais quand on me dit que je fais du populisme à ta présence et tu n'arrêtes pas, et d'ailleurs, moi, je considère que, bon, ce n'est pas un débat contradictoire qui m'intéresse. C'est de pouvoir donner à l'opinion ce qu'ils attendent de moi. Et pour répondre à cette question, vous savez que je vous ai dit ici que quand quelqu'un dit que moi, je donne l'impression que notre armée est faible, mais entre-temps de lui-même, il démontre que 18 ans durant, on n'a pas formé le militaire. Qui est dans la contradiction? Qui est dans le populisme? Parce qu'une armée sans formation de militaires pendant 18 ans... C'est une armée qui reste faible. Franchement, à moins que nous disions des choses qui ne viennent pas de nos têtes, mais plutôt de nos ventres. Parce qu'une armée, en son sein, si vous avez ce qu'ils appellent infiltrés, comment vous pouvez dire que c'est une armée forte? Comment une armée qui est censée de garder les territoires nationaux, aujourd'hui, la rébellion est en train de gérer 35 km². 35 000 km² de notre territoire. Et vous trouvez que nous avons une armée forte. Nous ne disons pas que cette armée restera indéfiniment faible. Mais, c'est comme on a toujours dit, pendant la guerre, il y a des batailles. Et si à l'instant, nous paraissons faibles, c'est parce que c'est une façon de dire qu'on a perdu la bataille. Mais la guerre, elle est longue. On pourra peut-être nous requinquer et donner de l'énergie au sein de l'armée par la formation, par la motivation, par la tactique, par les renseignements et par la logistique. Et de ces faits, nous serons capables de pouvoir être cette armée forte. Et non une armée des illusions. Nous ne disons pas que nous n'avons pas des armées. Nous avons une force armée. Alors par quoi devons-nous passer à une gestion historique qui n'a pas permis que nous puissions asseoir une armée capable de bouter dehors toute velléité de pouvoir nous mettre dans l'insécurité, la réalité, elle est factuelle. Par quoi devons-nous passer si vous considérez que l'accord, dans l'accord, il
il y a du positif, ou si Kagame est à mal aujourd'hui, s'il faut considérer les choses ou voir les choses sous cet angle-là, il faut dire que ce n'est qu'une victoire d'étape. Alors, par quelle étape devons-nous passer pour... Non, comme j'ai donné des exemples pour soutenir les avantages de l'accord, mais faute de moyens, de temps, donnez-moi aussi la possibilité de donner quelques faiblesses de l'accord. Allez-y. Nous partons de l'approche opérationnelle qui va se dérouler, tout ça sur notre sol. Ok? On vous dit au point 9, point 1, point 1 plutôt, on vous dit phase 1. Préparation des activités. Quelles sont les activités qui doivent être faites? Parce que cet accord est déjà en vigueur. Depuis le 27 juin. C'est déjà en vigueur. Cet accord est en vigueur dès la signature de cet accord et cet accord est entré en vigueur. Donc, à partir de la signature de cet accord, les partis sont censés déjà veiller au respect de l'accord. Déjà au point 1, phase 1, nous sommes déjà dans la désillusion. Pourquoi? On vous dit que la phase de préparation des activités, notamment sensibilisation de la communauté où doivent se passer les opérations, il y a la planification, il y a la coordination et échange des renseignements avec les différents partenaires. Tout ceci, cette opération doit se passer à l'est de la République. Par qui? Par l'armée rwandaise, les services rwandais et l'armée congolaise, plus les services congolais. Aussi, ceux qui nous accompagnent. Dans toutes les provinces de l'Est ou dans des régions occupées? Non, ici, nous sommes dans la phase de désengagement. Nous sommes dans la phase de la neutralisation des FDLR. Où sont-ils? Mais maintenant, je suis en train de vous donner des éléments de faiblesse de l'accord. Parce qu'il est prévu dans cette phase 1 que 7 jours après la signature de cet accord, J plus 7, de 7 jours à 15 jours, nous devrions déjà être dans l'opérationnalisation de cette phase. Or, aujourd'hui, quand vous regardez, depuis qu'il y a eu cet accord en vigueur, les 7 jours sont déjà passés. Et nous tendons vers la fin de cette phase qui prévoit 15 jours. Or, à l'instant où nous sommes, il est difficile pour nos services, nos militaires, accéder à l'espace problématique. Parce que vous n'allez pas demander les FARDC, vous n'allez pas demander l'ANR congolaise, vous n'allez pas demander nos policiers de pouvoir accéder à un espace géré par la rébellion. Et ça se passera comment alors? Voilà. Donc c'est déjà une des faiblesses. Parce que l'agenda donne déjà 15 jours après la date de la signature pour que nous puissions atteindre cette phase. Sensibilisation, planification, coordination et échange des renseignements avec les différents partenaires. Mais à l'heure actuelle, bientôt, ça sera 15 jours, je crois que cette phase est déjà sacrifiée. Cette phase n'atteint pas encore son corps. Et quand on prend l'engagement, quand on prend l'engagement de neutraliser les génocidaires, nous devons le faire, je ne sais pas, en intelligence avec les forces rwandaises. Je ne sais pas trop, vous allez nous en dire un peu plus. C'est pas tombé dans le piège? J'étais dans la réflexion de Kagame. J'étais dans la réflexion, mon cher ami, et excusez-moi de vous appeler ami, mais c'est le journaliste. Considérez que nous sommes en train de réfléchir devant des faits. Un FDLR qui est du Rwanda, qui est venu ici en 1994, qui s'est marié avec une Congolaise et qui a aujourd'hui un enfant. Et cet enfant a 30 ans et il est au sein des armées congolaises. Cet enfant-là doit être considéré FDLR ou bien il doit être considéré soldat congolais. Répondons à cette question. Ça, j'amène de l'eau au moulin
pour que les gens réfléchissent sur la complexité de l'identification d'abord des FDLR. Parce qu'avant de savoir où sont-ils, mais il faut d'abord les identifier. C'est par quel mécanisme? Un recensement? Un sondage? Ce sont des interviews, des questions, des enquêtes? Quelle méthode, quelle approche efficace a-t-on mis en place pour identification des FDLR? Mais après aussi, on apprend aussi qu'ils auraient rejoint. S'il vous plaît, parce que ceux qui sont venus en 94, certainement ceux qui étaient déjà en exercice militaire, les plus jeunes pouvaient avoir 18 ans. Et aujourd'hui, celui-là, 31 ans après, et je crois qu'il est dans les cinquantaines. Donc c'est déjà quelqu'un affaibli. Alors ceux qui ont de l'énergie aujourd'hui pour faire la guerre, pour aller au front, pour s'aimer la désolation au Rwanda, ce sont ceux qui sont nés ici, qui ont les ratios de 30 ans. Donc les descendants de FDLR, est-ce qu'ils constituent toujours une menace, un danger existentiel pour le Rwanda? Fait, pour dire vrai, d'un côté, c'est le Rwanda qui utilise ça comme alibi. Et de l'autre côté, à la défensive, le régime en place, après avoir, par les trichements du ministre des Affaires étrangères, qui avait avoué, pour des raisons qui lui sont propres, soi-disant, qu'il a accepté pour vider la Libye du Rwanda, qu'ils viennent ensemble, que nous puissions chercher ces FDLR sur notre sol. Ça, c'est ce que l'on appelle dans l'accord ici les opérations conjointes. Ces opérations conjointes ne vont épargner personne à accéder à la vraie version, à la réalité sur le terrain, si réellement ces FDLR-là existent ou pas. Mais il faudrait alors que nous soyons dans la logique de l'accord et respecter l'agenda. Mais aussi ça risque donc de nous lier à vie. Mais non, parce que déjà vous sentez que l'accord est intitulé accord de paix. Mais quand vous sentez aujourd'hui ce que dégage Kagame comme communication, c'est comme s'il est contre cet accord de paix. C'est comme s'il n'est pas engagé dans cette logique. C'est comme s'il a un autre schéma. Est-ce que nous n'allons pas vers un schéma de sans paix, sans guerre? Chaque camp va garder ses positions. Non, c'est le Congo qui sera perdant. Si nous restons statico, ça ne profite pas au régime actuel, ça ne profite pas au Congo. Parce qu'aujourd'hui, je vous dis qu'il y a 11 millions d'habitants sous contrôle du régime des rebelles. Il y a 35 000 km² gérés par les rebelles. Et les staticos ne nous profitent en rien. C'est pourquoi nous devons nécessairement, même si pendant que nous sommes en train de pouvoir cogiter pour mettre des stratégies en place pour pondre des négociations sur le front diplomatique, au même moment, nous devons nous préparer pour la guerre. Parce que la puissance n'a pas un autre nom si ce n'est qu'une armée forte. Et cette armée forte, elle est dissuasive. Cette armée forte, cette armée-là qui est capable, c'est comme les Léviathans, la puissance qui n'obéit à aucune autre puissance, qu'on ne peut pas fléchir. C'est cette puissance-là que nous avons. Ça nous prendra certainement relativement un temps long, mais entre-temps, qu'est-ce qu'il faut envisager pour éviter les pièges d'un tel accord signé à Washington? Je n'ai pas saisi la question. Oui, je dis, mettre en place une armée professionnelle bien équipée, ça va nous prendre certainement beaucoup de temps. Effectivement. Mais entre-temps, l'accord continue à nous lier parce que vous avez précisé que sa mise en œuvre est déjà en vigueur. Comment faire alors pour éviter les pièges de cet accord? Mais, par exemple, il fallait passer par l'initiative initiale. Et cette initiative initiale, c'est ce que la dynamique interne a salué quand le chef de l'État, les garants de la nation, a levé l'option d'aller aux États-Unis d'Amérique pour que nous puissions avoir un accord bilatéral entre les États-Unis et la RDC. Parce qu'on ne peut pas inviter son bourreau sur la table de négociation. Franchement, il fera des caprices. C'est le cas, la faiblesse de cet accord. Parce que le bourreau est sur la table de négociation. Et parce qu'il est tellement rusé et qu'il a des calculs
vraiment économique à gagner et à ne pas perdre en aucun cas. Parce que quand vous écoutez Kagame, il vous dit que ce qu'il sait faire pour le Rwanda, il n'y a personne d'autre qui peut lui le dire. C'est-à-dire qu'il se croit à même de pouvoir être l'homme visionnaire qui sait ce qu'il faut faire pour les Rwandais. Et il n'a pas de leçons, il n'a pas de conseils, il n'a pas d'orientation d'ailleurs à mettre en place, à appliquer pour les comptes du Rwanda. C'est pourquoi nous aussi, nous ne pouvons pas nous fier à cet accord. Au même moment, pendant que cette réalité, elle est la nôtre, mais nous devons peaufiner des stratégies pour que nous puissions, en attendant, pendant que nous sommes en train de chercher à avoir les soutiens d'ailleurs, parce que le Koweït l'a fait, l'option du Koweït, c'est l'option du Congo aujourd'hui. Je l'ai dit quelque part dans des médias. C'est moi qui ai soulevé que nous ne sommes pas dans la configuration de la guerre qui existe entre Israël et Palestine. Nous ne sommes pas dans la configuration de la guerre qui existe entre l'Ukraine et la Russie. Nous sommes dans la configuration de la réalité du Koweït. C'est-à-dire, à un moment donné, Saddam Hussein, qui était le pivot des Américains dans la sous-région, il a tout fait pour déstabiliser le Koweït. Et les Koweïtiens, ils ont compris que c'était à cause du pétrole qu'ils gagnaient chez eux et ils donnaient aux Américains. Et les Américains, en contrepartie, les soutenaient pour les rendre plus forts. Alors, qu'est-ce que les Koweïtiens ont décidé? Ils ont dit, cette fois-ci, nous irons voir les Américains nous-mêmes, sans passer par Irak, sans passer par Saddam Hussein. Nous allons parler et nous allons signer des accords avec les Américains. Et les Américains ont accepté parce que sur la carte, sur la table, les Koweïtiens ont mis leur pétrole. Et cela a intéressé les Américains. C'est comme le chef de l'État actuel. Il a dit, moi je n'irai pas me réduire. Sur la table, j'ai une carte. Et cette carte, ce sont nos minéraux. Et là, ça séduit les Américains. Pour que nous puissions, parce que quand je me suis préoccupé, ils m'ont laissé entendre que cet accord doit venir. Et c'est cet accord que nous attendons. Allez. Et moi, je serai en paix le jour que j'aurai cet accord entre la RDC et une puissance. Ça peut être les États-Unis, ça peut être la Russie, ça peut être n'importe quelle puissance, pourvu que nous puissions être capables de nous assumer comme un peuple, capables de nous assumer comme un État, cherchant à mettre hors état de nuire quiconque tentera. Parce que nous n'avons que cet accord pour les Rwandais. Et la menace qui viendrait vers l'Ouganda, la menace qui viendrait vers l'Angola, la menace qui viendrait vers la Zambie. à signer le même type d'accord. Voilà, non, ça ne va pas. C'est pourquoi je vous dis que ça sera beaucoup de démarches pour rien. Concentrons nos efforts. Si on avait cette vision de créer la puissance, de créer les Léviathans, on n'allait pas construire les centres financiers, on n'allait pas construire les arénas. Merci. On allait mettre ces moyens-là pour la construction d'une armée capable de dissuader, capable de renverser toute tendance de l'insécurité sur notre sol. Merci. Parce que c'est ça, au fait, la vision de la puissance. À nos jours, détrompez-vous. Nous sommes dans une configuration où les relations internationales nous indiquent que les faibles vont disparaître. Parce que dans un espace vital, le lion, c'est lui, le roi, et que les antilopes ont mal à régner. Quand l'antilope se présente dans les sphères vitales du lion, le lion le considère comme le proie, sa proie, et il va le manger. Pourquoi? Il doit le manger parce que le lion, c'est un carnivore. S'il ne mange pas la viande de l'antilope, c'est lui, le carnivore, qui va mourir. Et si on ne fait pas pareil, on risque de disparaître. Voilà. C'est-à-dire que nous devons être conscients que dans l'espace monde, il y a des États qui sont des lions et il y a des États qui sont des antilopes. Merci. Et il y a des États intermédiaires qui sont des bénéficiaires de l'appui des puissants pour mettre en mal le faible, tel que le cas du Rwanda. Le Rwanda en soi n'est pas un lion. Allez. Mais c'est une force intermédiaire créée pour les besoins de la cause. C'est une industrie industrialisante qui sévit à l'est de la République et à chaque niveau de recrutement, il y a des cahiers de charges pour chacun de ceux qui participent. Le Rwanda a son cahier de charges, les rebelles ont leur cahier de charges, les multinationales ont leur cahier de charges, les États puissants ont leur cahier de charges. Et tout ça est bien orienté sur nos minéraux. À la fin de ce numéro, voilà. Faute de temps, on n'a pas su éplucher tout le contour de l'accord. Ouais. Avec toute la grande équipe, nous fixons rendez-vous un peu plus prochainement. Il faudra nous préparer à être une puissance et pour nous affirmer, pour éviter les risques
de disparition. Allez, portez-vous bien. Bonsoir chez vous.